Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Eric Fuchs. Salut Eric. Bonjour, salut François. Alors, c'est Hervé Bloch qui nous a mis en relation. Je vais te laisser te présenter. Mais dans ta carrière, tu as été au corporate développement du groupe Carrefour et aujourd'hui, on va revenir sur plusieurs acquisitions que tu as menées. Très bien, écoute, moi je suis effectivement le fondateur donc de Digital Equity, qui est une société de conseil pour les dirigeants d'entreprises familiales et participation de fonds. J'ai commencé, on va dire, ma carrière en 98. Je suis parti dans la Silicon Valley chez Netscape après des études à HEC en marketing digital. J'ai découvert ce que c'était que les startups aux États-Unis. Après, je suis revenu en France chez AOL, où j'ai développé la régie publicitaire. Après, j'ai rejoint le groupe Énergie, où là, je me suis plutôt occupé du développement des contenus, développement des audiences, avec notamment Alain Veil. Et après, j'ai switché pour une première aventure entrepreneuriale, où j'ai rejoint une PME dans les créations et objets de décoration pour la maison, entreprise familiale créée par mon oncle. Et après, j'ai fait 10 ans donc chez Carrefour, où je me suis occupé de la transformation digitale et effectivement de la direction des nouvelles activités, donc dont on reviendra. Et après, j'ai rejoint le groupe Sonépar, où je me suis occupé voilà, aussi de la transformation digitale. Alors, c'était quoi ces nouvelles activités pour le groupe Carrefour? On connaît son expansion internationale. Effectivement, dans l'actualité, on a vu dans les différentes années beaucoup de diversification verticale. Mais qu'est-ce qui a drivé en fait cette décision? Alors, l'objectif, c'était effectivement, donc ça rentre dans le cadre de la transformation digitale. Donc Carrefour, effectivement, a développé ses activités de e-commerce, on va dire, en propre, mais aussi de regarder en termes d'innovation, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait apporter. Et dans ce cadre-là, on s'est intéressé effectivement à des startups qui pouvaient soit disrupter ou en tout cas développer, on va dire, notre marché. Alors on a fait plusieurs types d'acquisitions. Au départ, on a un petit peu cherché, un petit peu tâtonné, et on va dire qu'après le modèle s'est un peu stabilisé sur comment aider, on va dire, la stratégie de transition alimentaire, on va dire, d'Alexandre Bompard, et d'aller sur des marchés, on va dire, complémentaires, soit sur des produits ou des marques qu'on ne vendait pas, on va dire, en grande distribution, donc des marques réservées à des spécialistes, par exemple dans le bio avec Greenwiz, ou avec Croquetland dans le pet food, ou le développement de nouveaux business models comme Kitok, où là on est sur un modèle d'abonnement, ou voilà sur des modèles comme Potager City, qui était sur du circuit court, direct producteur. Comment se sont passées ces acquisitions en fait? Est-ce qu'il y a eu un grand plan de développement stratégique qui a défini étape par étape? Ça a été plutôt quelque chose d'opportuniste, de start-up qui tape à votre porte pour chercher des partenariats stratégiques? Ça s'est fait comment? Alors au départ, ça a été effectivement plutôt par opportunité, des rencontres, des startups qui sont venues taper à notre porte. Et après, effectivement, on a commencé à structurer un petit peu le modèle et développer, on va dire, l'écosystème aussi de Carrefour auprès des entrepreneurs, auprès des accélérateurs, auprès des fonds, pour développer un deal flow, puis effectivement avec une thèse d'investissement qu'on a développée avec le service M&A, en disant voilà, on va attaquer effectivement les secteurs de la transition alimentaire. Quels sont ces acteurs? Où est-ce que Carrefour est crédible? Où est-ce que le marché va et est intéressant? Et où est-ce qu'on a intérêt effectivement à aller? La taille aussi de la cible est importante, parce qu'au début on a ciblé des entreprises qui étaient quand même petites, et on s'est rendu compte, voilà, qu'on est quand même une grosse machine, donc on avait besoin d'avoir des entreprises qui avaient déjà une taille, on va dire, après, on va dire 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'on pouvait aider à scaler, quoi. Comment on fait, du coup, tu parlais des équipes M&A, donc j'imagine que Carrefour est très structuré à ce niveau-là, compte tenu du développement du groupe. Est-ce que c'est compatible avec des acquisitions de start-up dans des verticaux?
Alors oui, c'est compatible, mais c'est vrai que c'est nouveau. Donc, à la fois les équipes digitales ont dû apprendre, on va dire, le M&A, et puis les équipes M&A ont dû aussi apprendre les nouveaux modèles, les modèles aussi de valorisation, hein, qui sont différents, on va dire, du retail ou de développement. C'est vrai qu'on rigolait, c'est-à-dire que les outils, on va dire, étaient pas forcément adaptés à ces nouvelles valorisations. Donc, il a fallu aussi comprendre, et c'est important effectivement aussi de développer cet écosystème avec eux pour s'adapter. Mmh. Comment on fait évoluer, un groupe dans sa digitalisation en se disant qu'on va, peut-être, acquérir des sociétés, mais surtout embaucher des nouveaux collaborateurs qui ont pas du tout la même, culture? Et comment du coup on marie en fait un peu les 2 environnements pour qu'ils génèrent de la valeur? Alors, c'était aussi une des raisons, hein, de ces acquisitions, c'est-à-dire de faire, on va dire, rentrer ce côté entrepreneurial, ou faire re-rentrer, on va dire, ce côté entrepreneurial dans les grandes maisons. Euh, et après, effectivement, voilà, l'objectif, on va dire, de notre direction, qui était la direction des nouvelles activités, c'était voilà, de faire une intégration sans désintégration, ou en tout cas voilà, d'essayer au départ, effectivement, il y avait des envies d'intégration, de mettre les outils financiers de Carrefour, etc. On s'est rendu compte parfois c'était quand même très très lourd. Donc il y avait quand même un besoin de protéger, on va dire, les entrepreneurs, pour qu'ils puissent effectivement se développer, leur apporter le maximum de synergie au niveau supply chain, au niveau achat, de les aider aussi dans le côté administratif, des comités d'investissement, que ce soit le plus fluide possible pour qu'ils puissent se développer, et puis les faire interagir aussi effectivement avec les autres collaborateurs de Carrefour, pour qu'ils puissent apporter justement ce côté un petit peu entrepreneurial, et c'est cette vision un petit peu différente du marché, quoi. Et donc parfois, ça se passait très bien. Et parfois, ça se passait. Le côté entrepreneurial pouvait être dangereux, parce que on va être au sein même de Carrefour, on va vouloir déployer beaucoup de magasins, alors que le concept n'est pas encore sec. Donc voilà. Donc il y a eu effectivement parfois un côté entrepreneurial un peu trop fort, qui a généré des erreurs. Et parfois un côté entrepreneurial, voilà, qu'on a réussi à canaliser, diffuser euh, et développer. C'est quoi les plus grands chocs de culture? Euh, c'est vrai au départ, il y a eu une première, en fait, c'était même pas une acquisition, c'était une sorte de JV, en fait, entre un des fondateurs de Cdiscount, et donc qui avait développé, on va dire, un concept de personnalisation de produits. Euh, et l'idée, c'était de faire des stands, on va dire, chez Carrefour. Vous pouvez personnaliser tous les produits, ce qui était plutôt une très bonne idée, en disant voilà, ça va être la personnalisation au niveau local. Euh, mais effectivement un esprit très très entrepreneurial, avec une volonté effectivement de scaler très vite, pour se dire voilà, moi mon modèle, il faut vite que je fasse des revenus, donc je vais le déployer le plus vite possible. Et c'est vrai qu'il y a une énergie extraordinaire. Euh, et en même temps, voilà, effectivement, des magasins quand même très frileux, très pragmatiques. Et, euh, et voilà, et nous, on va dire notre service qui était essayer, on va dire, de faire le pont entre les deux. Mais voilà, encore une fois, là, l'erreur, c'était de vouloir déployer quand même trop trop vite. Euh, Quand on est dans ta position et qu'on s'apprête à faire une acquisition, et qu'on étudie une start-up ou une petite ETI digitale, qu'est-ce qu'on regarde en premier, et quels sont les red flags qui font qu'à un moment ou à un autre, très vite, on va pas y aller? Alors c'est vrai que bon, on essaie de prendre un peu nous les bonnes pratiques des fonds aussi, hein, et c'est vrai que généralement
dans ces modèles où les modèles sont pas encore, voilà, on n'est pas encore sur des modèles rentables, on fait pas du LBO, donc on est sur un modèle on va dire plutôt de croissance, en essayant effectivement d'atteindre la rentabilité le plus vite possible. Donc on regarde souvent quand même l'équipe euh, en premier, le fondateur, mais aussi autour de lui, aussi sa capacité à rester. Et nous à le motiver, on va dire, à rester, on va dire le plus longtemps possible et à s'intégrer. Euh, donc, je pense qu'effectivement, le premier critère, c'était l'équipe, le marché, bien sûr, donc le développement du marché, on va dire potentiel. Euh, voilà les deux critères, on va dire primordiaux. Après, sur les red flags, euh, c'est un peu les deux mêmes. Et après, effectivement, parfois, on va dire, on a rencontré des entrepreneurs qui avaient changé quand même beaucoup de fois de modèle, où c'était assez peu lisible. Et, euh, et aussi, voilà, en développant cet écosystème de fonds, d'autres entrepreneurs, ça nous permettait aussi d'avoir d'autres échos et donc de faire notre due diligence encore plus exhaustive. Est-ce que dans les process de due diligence, du coup, vous vous y accompagné ou c'était les équipes internes? Ça se passait comment? Alors, on avait effectivement avec les équipes M&A, les équipes finance, on était accompagné voilà de manière assez classique hein, sur toute la partie on va dire comptable, fiscale, donc avec nos partenaires. Sur la partie équipe, digital, IT, marketing, ça c'était plutôt interne avec nos équipes à nous et nos experts. On gardait tout ce qui était data. Et concrètement, du coup, une fois que l'acquisition se prépare, comment on prépare l'intégration? Vous aviez comme bonne pratique de la préparer avant, ou c'était une fois qu'on est sûr que l'acquisition est réalisée, qu'on découvre comment on va se marier et comment on va travailler ensemble? Euh, on a progressé, on va dire, au fur et à mesure, mais effectivement, on l'a préparé quand même, on va dire, assez en amont, avec voilà des comités de transition, de synergie, effectivement avec différents streams pour effectivement préparer à la fois Carrefour et aussi la cible sur les synergies. Il y avait parfois effectivement des tests d'investissement avec des synergies et donc là aussi de bien préparer les équipes côté Carrefour, de bien préparer le projet pour pouvoir le suivre. Donc ça, au fur et à mesure, ça se préparait quand même de plus en plus en amont avec voilà, différents streams et différents acteurs. Et est-ce que du coup, qu'est-ce qui donne envie à une entreprise de plus rejoindre Carrefour qu'un autre acteur? Alors c'est vrai que la marque Carrefour elle est quand même assez exceptionnelle. Le maillage de Carrefour en France aussi assez extraordinaire avec différents formats, donc une grande puissance. Aussi un côté international hein, très fort, donc c'est vrai que c'est assez séduisant. Et donc pour une marque, on va dire dans l'alimentaire, voilà, de à la fois se dire, je vais pouvoir bénéficier, on va dire, d'un déploiement si j'ai des synergies avec les magasins qui va être très fort, ou des synergies effectivement sur la logistique ou sur les achats, ou bénéficier d'expertise que je n'ai pas. Je pense elle est surtout, voilà, c'était surtout ça qui motivait les entrepreneurs. Toi, tu as parlé aussi des nouveaux business models. Comment un groupe comme Carrefour s'approprie ces nouveaux business models en fait? Euh, je sais pas si on s'est vraiment approprié, on va dire, ces business models. C'est vrai que ça a été le cas, par exemple, de Kitok, qui était, voilà, qui avait ce business model d'abonnement. Alors, il y avait aussi des synergies entre, on va dire, les différentes startups qu'on a rachetées.
Effectivement, les modèles d'abonnement, on en a aussi fait sur Croquetland, par exemple dans le pet food, où ça s'appropriait, on va dire très bien. Greenwiz a lancé on va dire sa marketplace. Voilà, et Carrefour aussi, également. Donc il y a eu on va dire des échanges et je dirais pas une appropriation, mais en tout cas déjà euh, une connaissance et effectivement ensuite pas forcément une appropriation, mais en tout cas une réutilisation, en tout cas de bonnes pratiques. Est-ce que, il y a eu d'autres bonnes pratiques d'intégration? Sur ce podcast, j'ai eu comme invité Jérémy Mani qui s'était fait racheter par Webhelp. Il expliquait que Webhelp avait nommé en gros avant le rachat un par un qui allait lui ouvrir les portes de toutes les filiales. Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça que vous avez mis vous en place? Donc nous, on avait effectivement ce département, on va dire, nouvelles activités. Donc c'était le rôle, on va dire, effectivement, d'ouvrir les portes, d'apporter ces synergies, de prioriser, on va dire, des besoins IT côté Carrefour ou finance. Euh, donc oui, on était organisé de cette façon-là, avec également dans d'autres départements, quand il y avait des besoins de synergie, par exemple avec les marchandises ou les achats, également des sponsors dans d'autres départements et des comités Quels de sont pilotage les... avec eux, quoi. Ouais. Et du coup, quelles sont les grandes erreurs d'intégration que vous avez pu faire et qui auraient pu être évitées? Alors je pense qu'au départ, on a effectivement pris des cibles un peu trop petites, comme j'ai dit. Donc ça, c'était sur la taille de la cible. Deuxième erreur, c'est effectivement de vouloir mettre des outils, on va dire Carrefour, à tout prix, notamment finance, qui n'étaient pas nécessaires, trouver d'autres options. Euh, et après, ce qui est compliqué, mais c'est pas une erreur, c'était plutôt une complexité, on va dire. Euh, c'est d'effectivement comment je préserve, on va dire, un modèle justement voilà, je décide de racheter un Greenwiz parce que ça va m'apporter toute la gamme de produits spécialistes sur le bio que j'ai pas chez Carrefour. Et comment je préserve, on va dire, auprès des fournisseurs le fait que Greenwiz va rester une entité séparée et que je vais pas mettre les produits de spécialistes ou des marques dans les magasins Carrefour. Et voilà comment je rassure mes fournisseurs, les concurrents. Mais là, c'était pas une erreur, c'était plutôt voilà une gestion de cette complexité. Dans les acquisitions que tu n'as pas faites, euh, déjà, est-ce qu'il y en a eu et quelles sont les grandes leçons que tu en as appris? Est-ce que c'était des questions de marché? Est-ce que c'était des questions de personnes aussi? Non, parfois on était en compète hein, sur des deals. Donc par exemple, il y a eu Food Cherry qui a été racheté par Sodexo. Euh, et donc du coup, on n'a pas fait. Voilà. Après, on se nourrit quand même de la connaissance de ces dossiers, de ces deals, de ces nouveaux modèles. Euh, et effectivement, Kitok, après, c'est un petit peu inspiré aussi de Food Cherry avec certaines gammes ou certains services qui se sont développés, qui étaient un petit peu dans la même veine. Est-ce Et, qu'on aurait pu faire des acquisitions? Alors c'est vrai qu'on regardait quand même beaucoup ce qui se passait aux États-Unis, et donc notamment Walmart, qui est quand même la référence mondiale, qui a fait des très grosses acquisitions, qui a fait aussi des acquisitions, on va dire un petit peu comme nous, on va dire moyennes, mais qui a quand même fait une très grosse acquisition, qui a été transformante parce qu'elle a carrément racheté un modèle de marketplace et dont il a réutilisé la technologie après pour la maison mère. Et donc là, il y a eu une vraie appropriation, voilà, mais avec des sommes colossales. Bon, après, euh,
ça reste proportionnel, on va dire, au marché américain et à la taille de Walmart, mais on n'a pas eu ça. On a regardé des modèles effectivement aussi de start-up plutôt dans la supply chain, avec tout ce qui était robotisation. Mais à chaque fois en se disant bon, si nous on signe, est-ce que on ne les prive pas, on va dire, d'autres clients ou d'autres retailers. Donc il y avait effectivement ce risque-là, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui est le plus dur, enfin, comment on motive un entrepreneur à aller générer des synergies avec un réseau qu'il connaît pas et un réseau qui ne se connaît même pas forcément lui-même? Euh, alors généralement, c'est vrai que ce qui est plutôt une bonne pratique, c'est de connaître les entrepreneurs quand même assez tôt. Euh, D'abord parce qu'effectivement, les corporates ont des prises de décision qui sont quand même assez longues. Mais aussi parce que c'est bien de suivre, on va dire, les entrepreneurs et voilà, de voir ce qu'ils ont en tête et est-ce qu'ils ont réussi à atteindre les objectifs qui s'étaient fixés il y a 2 ans. Par exemple, Kitok, effectivement, moi j'avais connu 2 ans avant l'acquisition, Étienne, le fondateur. Et effectivement, j'avais vu qu'il avait respecté effectivement ce qu'il avait dit. Donc, on apprend aussi à se connaître, on va dire, pendant ces phases-là où chacun, on va dire, mature, fait sa croissance. D'autres, par exemple, comme le fondateur de Greenwiz, connaissait Carrefour parce qu'il était à Annecy, donc voilà, il avait euh, cette culture, on va dire, de Carrefour et des fondateurs de Carrefour. Après, on connaît jamais si bien de l'intérieur, mais voilà, c'était aussi le rôle, on va dire, de notre entité, effectivement, d'expliquer, de montrer, d'être assez transparent, comme on le fait là, sur ce qui a fonctionné, notre expérience, ce qui a fonctionné, là où on a fait, nous, des erreurs. Et voilà, et là où aussi, nous, on les attend et on a besoin de progresser. Et du coup, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné dans tout ce que tu as fait? Je pense que le plus gros succès était quand même Greenwiz, hein, qui faisait entre 10 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires quand on a fait l'acquisition, qui est aujourd'hui à peu d'une centaine de millions, je crois, et qui s'est bien diversifié, qui a bien profité, on va dire, de la croissance du marché bio quand c'était le cas, qui a réussi à se diversifier quand c'était un peu moins le cas. Le fondateur a été voilà très proche quand même des dirigeants de Carrefour, donc a infusé aussi son esprit entrepreneurial, sa vision. Euh, et voilà. Donc après, c'est vrai que le marché, c'est pas une science exacte hein, de l'investissement. Euh, Par exemple, on a effectivement racheté une société qui s'appelle Dashbox, qui était un super modèle, on va dire, de livraison de repas dans les entreprises et dans les zones, on va dire, industrielles et commerciales où était présent Carrefour, avec un super modèle, marketing, commercial, opération, tout était vraiment nickel. Ça cochait vraiment toutes les cases et c'était on va dire le meilleur investissement. Et c'est vrai que le Covid par contre, on l'avait pas vu venir. Et donc là, ça a cassé quand même pas mal le modèle. Alors que le modèle Kitok était plus difficile parce qu'effectivement, avec beaucoup de besoins de communication, avec une concurrence très forte d'un HelloFresh, a bénéficié beaucoup plus du Covid, quoi. Et donc a explosé des entrepôts qui nous semblaient effectivement beaucoup trop énormes. C'était vite rempli en fait. Quand on est un corporate et que justement la mayonnaise prend pas, parce qu'il y a des éléments internes ou externes, comme tu viens de le préciser, comment on gère la situation? Euh, on a effectivement des systèmes de décision assez bien faits avec des équipes, on va dire, internes assez solides, que ce soit au niveau M&A, au niveau juridique. Euh, et donc, voilà, avec des partenaires qui nous permettent effectivement assez vite, on va dire, d'avoir une stratégie sur
à adopter. Après, voilà, si ça fonctionne vraiment pas bien, voilà, comme ça a été le cas sur My Design, voilà, c'est comment effectivement on gère la situation, on va dire le plus rapidement possible avec l'ensemble des interlocuteurs. C'est ça qui est compliqué, on va dire dans un grand groupe. On va dire du directeur de magasin au patron du groupe, quoi. Mmh. Vous vous étiez organisé comment pour justement prendre la décision d'investissement? Est-ce qu'il y avait en gros certains montants qui jusqu'à certains montants, c'était limité à quelques personnes et puis progressivement ça montait dans la chaîne hiérarchique? C'était organisé comment? C'était organisé voilà en lien avec les équipes M&A, donc on avait en fait le même process, on va dire que les équipes M&A, avec un système de comité d'investissement, donc un travail en collaboration avec les équipes pour produire une note avec nos recommandations, nos due diligence, le résultat de nos due diligence, et après effectivement un comité d'investissement pour valider, et généralement un sponsor. Et justement, auprès des cibles, vous validiez en fait cette due diligence et ce sponsor, ou ça se passait comment? C'est-à-dire au niveau des cibles. Au niveau de la cible, admettons, je suis une société, tu me proposes de rejoindre Carrefour, tu fais ta due diligence. Derrière, comment, vous me présentez justement les résultats de cette due diligence, les Ah, points positifs, les points négatifs et qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? oui, c'est le, on va dire, c'est la stratégie qu'on on va dire décider ensemble, euh, avec ensuite un suivi de cette stratégie, avec des comités stratégiques, on va dire réguliers, où on a les équipes dirigeantes de la start-up et les équipes Carrefour en face. Effectivement, nouvelles activités, mais aussi des représentants des marchandises, par exemple, si les synergies sont importantes et attendues là-dessus, ou sur la supply chain si c'est le cas, quoi. Donc on va dire, c'est quand même la stratégie de l'entrepreneur qui prime, et c'est lui aussi qui demande hein, de synergie et de ses déploiements. Et donc, de bien les travailler avec lui, de les valider avec les autres parties prenantes de Carrefour, et après de les suivre. Mmh. Et il y avait en tout cas une vocation de laisser toutes ces startups indépendantes ou à un moment et à un autre de les intégrer dans ou sous la marque Carrefour? Euh, L'objectif, c'était quand même de les laisser le plus indépendants possible, D'accord. pour qu'elles se développent voilà, le plus rapidement possible, en fait. Et surtout, voilà, quand on a des marques de spécialistes, comme je disais, donc il y a besoin de garder leur marque, garder leur indépendance et de la souligner et de la renforcer. Euh, voilà, c'était pas d'intégration. Du coup, toi, aujourd'hui, dans ta nouvelle activité, Digital Equity, tu t'appuies énormément sur ce que tu as appris dans cette période. C'est clair. Alors c'est vrai que moi en plus je travaille sur une cible qui est voilà des PME TI, hein, donc c'est Mm. pas forcément des grands groupes. Mais l'avantage effectivement c'est d'avoir travaillé on va dire avec on va dire ces startups au sein de grands groupes, donc d'apporter on va dire les méthodes des grands groupes pour ces PME TI. Généralement, c'est quand même souvent les mêmes problèmes. Comment je me transforme, comment je me digitalise, comment je vais plus vite. Voilà, c'est juste une question de moyens. Donc, effectivement, on va pas forcément travailler avec les mêmes partenaires. On va travailler avec les mêmes partenaires, mais avec des équipes plus courtes chez ces partenaires pour avoir effectivement des meilleurs prix. Donc, effectivement, avoir vu, on va dire, ces différentes tailles d'entreprise et puis aussi ces différentes étapes de croissance, ça a pas mal aidé. Ouais. Qu'est-ce qui te choque le plus justement quand tu arrives dans des ETI ou des PME actuellement en termes de non-préparation? Euh, Ça me choque pas, mais on va dire qu'il y a différents types de maturité. Après, c'est vrai que le digital, on va dire, est infini.
Il y a des Ouais. niveaux de, on va dire, de maturité très fortes. Mais c'est vrai qu'il y a encore des entreprises qui sont, qui n'ont rien fait. Donc ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. Par contre, elles ont envie de faire, donc ça c'est plutôt très bien. Et avec des dirigeants en fait qui ont des envies, mais parfois effectivement ont des intuitions. Et là, l'objectif, c'est effectivement de les rassurer en disant oui, ça c'est une bonne intuition et c'est bon, effectivement, il y a tels acteurs qui ont fait ça et ça marche très bien. Ou effectivement, non, ça c'est une grosse connerie. Mais en tout cas, il y a une volonté de se développer, aussi parfois par acquisition. Hein, et donc là, effectivement, l'expérience Carrefour est intéressante. Bah, super. Écoute, Eric, on a fait une demi-heure. Je te remercie beaucoup en tout cas pour le temps que tu nous as consacré. Et puis, si des personnes souhaitent te contacter, c'est LinkedIn le meilleur canal? Oui, c'est parfait. Eh ben, c'est génial. Et puis sinon, je ferai le go-between. Merci Avec pour ton plaisir. temps et à Merci très François. bientôt. À très bientôt.